Bonjour tout le monde. Aujourd'hui je vais vous faire les vérifications extérieures de la voiture, donc qui est la Citroën C3. Donc ce sont les toutes dernières vérifications pour l'examen du permis de conduire, sachant que toutes les vérifications donc intérieures, extérieures et les premiers secours valent 3 points le jour d'examen. Donc là tout de suite dans cette vidéo là nous allons voir les vérifications extérieures du véhicule. Donc on va commencer tout de suite par tout ce qui est les vérifications qui se trouvent sous le capot. Je vais vous montrer comment ouvrir le capot et en même temps tout ce qui concerne le capot à l'intérieur, tout ce qui est batterie, etc. Donc là on y va tout de suite. Donc pour ouvrir le capot, la première chose à faire, ça se trouve ici. Vous avez une commande noire là. Donc avec les doigts, vous tirez d'abord. Vous soulevez et vous tirez fort. Voilà, c'est la première partie. Et ensuite, donc la deuxième chose que vous faites, vous mettez vos doigts ici et vous allez sortir une petite manette ici. Donc, vous soulevez et après avec la main gauche vous tirez. Vous voyez, c'est cette petite manette là. Donc, je recommence. Donc vous mettez votre main là, vous soulevez et vous tirez. Ensuite, pour verrouiller le capot, vous prenez cette commande là et vous la fixez ici. Donc la première question c'est ouvrez et refermez le capot puis vérifiez sa bonne fermeture. Donc c'est ce qu'on vient de faire. Donc là on l'a ouvert, je vais le refermer tout de suite. Première chose, je fixe ça ici, je le verrouille. Quand vous fermez le capot, attendez d'être ici, à peu près là, vous lâchez complètement. Et donc il demande de vérifier la bonne fermeture. On fait ça, c'est bien fermé. Donc en roulant, quel est le risque d'une mauvaise fermeture du capot? Donc tout simplement, il y a un risque d'ouverture pouvant entraîner un accident. Le capot s'ouvre, vous ne voyez plus rien, vous pouvez avoir un accident. C'est aussi simple que ça. Ce qui est important, c'est que quand vous répondez aux questions, allez toujours au plus simple. D'accord? N'essayez pas de faire des belles phrases, de sortir des grands mots. Allez au plus simple. Les inspecteurs ont l'habitude, donc n'hésitez pas. Même si vous avez du mal à vous exprimer, c'est pas un problème. Allez au plus simple avec vos mots. D'accord? C'est hyper important. Donc là, je vais réouvrir le capot. Alors, pour un capot s'ouvrant depuis l'avant du véhicule, quelle est l'utilité du dispositif de sécurité? Donc la réponse est d'empêcher l'ouverture du capot en circulation au cas où il est mal verrouillé. Si vous avez oublié de bien le fermer, au moins cette sécurité-là vous permettra, empêchera le capot de s'ouvrir pendant que vous êtes en circulation. Ensuite, montrez où s'effectue le changement d'une ampoule à l'avant du véhicule. Donc là, ça se passe ici. Donc, alors, c'est pas facile d'accès, mais voilà, vous avez un cache en caoutchouc ici. Vous l'enlevez et l'ampoule se trouve ici. D'accord? Et là, après, vous avez juste à le refermer. Ce qui est important, c'est que le jour J, vous n'aurez pas besoin de l'ouvrir. Simplement de montrer à l'inspecteur. L'inspecteur ne vous demandera pas plus. Quelles sont les conséquences en cas de panne d'un des feux de croisement? Donc, un des deux feux de croisement ne fonctionne pas. Donc, la réponse est qu'on aura une mauvaise visibilité, vu qu'on n'aura qu'un seul feu qui fonctionnera. Et il y aura un risque d'être confondu avec un deux roues. Donc, les deux roues, c'est tout ce qui est moto. Montrez l'emplacement de la batterie du véhicule. Donc, dans ce véhicule-là, la batterie se trouve là. La batterie se trouve ici. Ensuite, quelle est la solution en cas de panne de batterie pour démarrer le véhicule sans le déplacer? Donc, tout simplement, il faut brancher votre batterie à une autre batterie, que ce soit dans une voiture ou à une batterie toute seule, avec un branchement dit en parallèle. Ça veut dire tout simplement qu'il faut brancher le plus de votre batterie au plus de l'autre batterie et le moins de votre batterie au moins de l'autre batterie. Aussi simple, ça s'appelle un branchement en parallèle. Ensuite, montrez où doit s'effectuer le contrôle du niveau d'huile moteur. Donc, ça se trouve ici. La manette pour contrôler l'huile moteur se trouve juste ici.
Ensuite, quel est le principal risque d'un manque d'huile moteur? Donc le principal risque, c'est un risque de détérioration et surtout on appelle un risque de casse du moteur. Le moteur risque de casser. Montrer où s'effectue le remplissage de l'huile moteur. Donc comme je vous ai montré juste avant, ici c'est pour contrôler le niveau d'huile et ici vous remplissez le niveau d'huile. C'est ici. Et on a le voyant de l'huile moteur qui se trouve là. Donc après il se répète un petit peu, quel est le risque d'un manque d'huile moteur? Donc on a dit le risque qu'il y ait une casse moteur. Montrer où s'effectue le contrôle du niveau du liquide de frein. Donc ça se trouve juste ici. Ensuite, quelle est la conséquence d'un niveau insuffisant du liquide de frein? Tout simplement, vous avez ce qu'on appelle une perte partielle. Donc une perte partielle, c'est que votre freinage va moins bien freiner ou au pire, une perte totale du freinage. Donc là, vous ne freinez plus du tout. Montrez où s'effectue le remplissage du liquide de refroidissement. Donc ça se trouve juste ici et vous avez le voyant qui est là. Donc le liquide de refroidissement se trouve là. Quel est le danger si l'on complète le niveau du liquide lorsque le moteur est chaud? Tout simplement, on a un risque de brûlure. Si vous ouvrez ici, le produit ici peut, peut bouillir et vous éclabousser le visage et donc risquer de vous brûler. Donc on vérifie toujours les niveaux quand le moteur est froid. Montrer où s'effectue le remplissage du produit lave-glace. Donc il se trouve juste ici et on a le voyant là. Du produit lave-glace. Pourquoi est-il préférable d'utiliser un liquide spécial en hiver? Tout simplement pour éviter le gel du liquide. Montrer l'orifice de remplissage du produit lave-glace. Alors l'orifice, donc il y a certaines questions qui se répètent. Donc l'orifice, un orifice c'est un trou. Donc c'est ici. Quel est le principal risque d'une absence du liquide de lave-glace? Tout simplement, on risque d'avoir une mauvaise visibilité sur notre pare-brise. Ensuite, donc là on a fait tout ce qui est capot. Donc là je vais fermer le capot et on va s'attaquer aux pneumatiques. Alors, pour les pneumatiques, contrôler l'état du flanc sur l'un des pneumatiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que le flanc du pneu, c'est le côté. C'est tout ça. Là où il y a écrit énergie. Tout ça, c'est le flanc du pneumatique. Donc, contrôler l'état du flanc sur l'un des pneumatiques. Donc, on doit dire qu'il est en bon état. Donc, il n'y a pas d'hernie. Une hernie, c'est une bosse ou bien de déchirure due au frottement des trottoirs. Citez un endroit où l'on peut trouver les pressions préconisées pour les pneumatiques. Alors, sur cette voiture-là, donc, ça se trouve juste ici. Voilà. C'est cette petite vignette qui vous dit où mettre, quelle pression mettre dans le véhicule. Sur le flanc d'un pneumatique, désignez le repère du témoin d'usure de la bande de roulement. Donc, le repère du témoin d'usure, c'est un petit dessin qui se trouve sur le côté. Alors, je vais vous montrer, mais c'est assez difficile à voir parce qu'il est vraiment tout petit. Il se trouve là. Donc, je ne sais pas si à la vidéo on le verra. C'est un petit bonhomme Michelin. Et en fait, quand vous montez comme ça, vous sentez le petit repère du témoin d'usure, il se trouve là. Donc, le petit bonhomme Michelin se trouve ici. Mais je ne sais pas si à la caméra on le verra bien. Qu'est-ce que l'aquaplanage et quelle peut être sa conséquence? Alors, l'aquaplanage ou bien l'aquaplaning, c'est la même chose. Donc, en fait, c'est un film d'eau ou une pellicule d'eau qui va se mettre entre le sol et la roue. Donc, là, vous avez la roue qui est directement en contact avec le sol. Et en fait, l'aquaplanage, c'est quand il y a trop d'eau entre le sol et la roue. Du coup, la roue, elle n'a plus d'adhérence avec le sol. Donc la conséquence c'est quoi? Conséquence, donc risque de perte du contrôle du véhicule et donc forcément risque d'accident. À l'aide de la plaque indicative.
donner la pression préconisée pour les pneumatiques arrière véhicule chargé. Donc en fait, ce qu'il nous demande, c'est de savoir quand votre véhicule est chargé, quelle est la pression quelle est la pression à mettre dans les pneumatiques arrière. Donc on va aller vérifier ça tout de suite. Donc là vous avez deux modèles de voitures. Et là, vous avez un petit dessin ici à l'intérieur et un gros poids à l'intérieur. Donc là, ça explique quand le véhicule n'est pas chargé. Ça, c'est la pression pour les pneus devant, pour les pneus de derrière. Et ça, c'est quand le véhicule est chargé. Pneus devant, pneus derrière. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. Donc pour l'arrière, avec un véhicule chargé, il faut mettre 2,4 bars dans les pneumatiques à l'arrière. À quelle fréquence est-il préconisé de vérifier la pression des pneumatiques? Donc il faut vérifier ça. Donc, chaque mois pour une utilisation normale de son véhicule et avant chaque long voyage. Pas les petits voyages, les longs. Donc une fois par mois et avant un long voyage. Donc il faut vérifier la pression des pneumatiques. C'est dans ces deux conditions-là. Ensuite, donc, indiquer où se situe la sécurité enfant sur l'une des portières à l'arrière du véhicule. Donc, la sécurité enfant, c'est quoi? C'est ce mécanisme-là qui empêche tout simplement les enfants d'ouvrir la porte de l'intérieur de la voiture. C'est aussi simple. Donc, la sécurité enfant, vous l'activez. Alors, attendez. Voilà. Si la sécurité enfant est enclenchée, est-il possible d'ouvrir la portière arrière depuis l'extérieur? Oui, mais pas de l'intérieur. Donc, pour activer la sécurité enfant, vous prenez la clé de la voiture, donc je l'ai dans la poche, vous l'enfoncez là-dedans et vous tournez à gauche ou à droite pour activer ou désactiver. C'est aussi simple. Et donc la sécurité enfant, je le répète, elle empêche les enfants d'ouvrir la porte de l'intérieur. Mais il est possible de l'ouvrir de l'extérieur. Ouvrez la trappe à carburant et ou vérifiez la bonne fermeture du bouchon. Donc pour ouvrir la trappe à carburant dans cette voiture, vous effectuez une pression ici. Vous appuyez et vous lâchez. Et vous vérifiez donc la bonne fermeture du bouchon. Vous essayez de tirer. Si ça ne sort pas, c'est que c'est bien fermé. Donc je recommence. Pour ouvrir la trappe à carburant, vous appuyez et vous tirez. Aussi simple. Quelles sont les précautions à prendre lors du remplissage du réservoir? Tout simplement, il faut arrêter le moteur, ne pas fumer et ne pas téléphoner. Alors, donc nous allons passer à l'éclairage de la partie arrière du véhicule avec l'assistance de l'accompagnateur. Alors, donc pour le jour de l'examen, ce sera à l'aide de votre moniteur. D'accord? Donc moi, pour mes élèves, quand je les ramène à l'examen, c'est moi qui freine et c'est eux qui vérifient à l'arrière. Donc avec l'assistance de l'accompagnateur, contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement des feux stop. C'est important, il y a 3 termes à expliquer. Il faut dire dans quel état se trouvent les feux, s'ils sont propres et s'ils fonctionnent. Donc là, je vais mettre le contact, je vais freiner et puis vous pourrez vérifier de derrière que les feux stop fonctionnent. Voilà, donc les feux stop, c'est les feux qui se trouvent là, là et l'autre côté. Donc il y en a 3. Quelle est la conséquence en cas de panne des feux stop? Tout simplement, nous aurons un manque d'information et donc les personnes qui sont derrière nous ne vont pas forcément savoir que nous sommes en train de freiner et le risque, c'est qu'il y a un risque de collision. Alors, contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement du ou des feux de brouillard arrière. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans une voiture, la loi, elle oblige chaque voiture à avoir minimum un feu de brouillard arrière. Vous en avez qui en ont 2, mais le minimum c'est 1. Donc là, je vais activer tout de suite le mien. Donc là, le feu de brouillard arrière dans cette voiture, il se trouve ici. C'est celui-là.
Dans quel cas les utilise-t-on les feux de brouillard arrière? Tout simplement partant de brouillard et de neige. Surtout pas de pluie. Interdit d'utiliser les feux de brouillard arrière en cas de pluie. Avec l'assistance de l'accompagnateur. Contrôler l'état, la propreté, le fonctionnement du ou des feux de recul. C'est pareil, vous en avez un minimum et deux facultatifs. Donc, vérifier l'état, la propreté, le fonctionnement du ou des feux de recul. Pareil, je vais les activer et on va vérifier ensemble. Voilà. Donc le feu de recul, c'est le feu de marche arrière, il se trouve ici. Donc dans mon véhicule, il n'y en a qu'un également. Quelles sont les deux utilités? Donc, première utilité du feu de recul, c'est d'éclairer la zone où nous allons nous garer. Et la deuxième utilité, c'est de prévenir les gens, de dire attention, je suis en train de faire une marche arrière. Montrer où s'effectue le changement des ampoules, d'une ampoule à l'arrière du véhicule. Donc là, on ouvre le coffre. Alors pareil, pour ouvrir le coffre, vous mettez votre main ici, il y a une pression. Alors il y a un petit bouton et il faut appuyer. J'appuie et je tire. Alors, les feux. Donc le changement des ampoules à l'arrière, c'est ici. Vous avez cette petite commande là. D'accord, donc vous tirez et puis là on a accès aux ampoules. C'est juste ici. Quelles sont les conséquences en cas de panne du feu de position arrière? Bah, pareil, on risque de ne pas être vu et donc un risque de collision. Vérifier l'état, la propreté, c'est tout. L'état et la propreté des dispositifs réfléchissants. C'est quoi les dispositifs réfléchissants? Alors, il se trouve donc ici, c'est cette petite commande là. En fait, il y a plein de petits pointillés à l'intérieur. Je ne sais pas si sur la caméra vous verrez, il y a plein de petits pointillés. D'accord? Donc ça s'appelle les dispositifs réfléchissants ou bien les catadioptres. Leur utilité, c'est de rendre le véhicule visible la nuit. Ça réfléchit un peu la lumière des autres véhicules. Et on voit qu'il y a bien un véhicule qui est ici, qui est stationné. Donc quand le véhicule est stationné la nuit, ça le permet de rendre le véhicule visible la nuit. Alors, ensuite, plaque d'immatriculation. Alors, vérifier l'état et la propreté des plaques d'immatriculation. Donc, dans le véhicule, il y en a deux. Donc, ce qu'il faut dire, c'est qu'elle est en bon état, d'accord, et qu'elle n'est pas cassée. Et vous faites la même chose devant le véhicule, d'accord, parce qu'il y a deux plaques d'immatriculation. Quelles sont les précautions à prendre en cas d'installation d'un porte-vélo? Donc, tout simplement, il faut faire en sorte que quand vous mettez votre vélo là, que votre plaque d'immatriculation et que les feux restent visibles. Vérifiez le fonctionnement de l'éclairage de la plaque d'immatriculation à l'arrière. Vérifiez le fonctionnement de l'éclairage. Vous avez deux petites ampoules ici. C'est ce qui permet de rendre la plaque d'immatriculation visible la nuit. Et vous pouvez les activer en allumant simplement les feux de position de la voiture. Un défaut d'éclairage de la plaque lors du contrôle technique entraîne-t-il une contre-visite? Donc la réponse est oui. Ouvrez et refermez le coffre puis vérifiez sa bonne fermeture. Donc comme je vous disais tout à l'heure, pour ouvrir, vous appuyez et vous tirez. Et donc on le referme. Et ensuite, on essaie de tirer pour vérifier la bonne fermeture. Lorsque vous transportez un poids important dans le coffre, quelles sont les précautions à prendre en ce qui concerne les pneumatiques et l'éclairage avant? Donc, on a deux choses à faire. Donc, il faut augmenter la pression des pneumatiques, vu qu'on a un poids important dans le véhicule, et abaisser les feux de croisement devant. Ouvrez et refermez le coffre. Bon, excusez-moi, je me répète. Quels sont les risques de circuler avec des objets sur la plage arrière? Donc la plage arrière, c'est ça. Donc le risque, de voyager avec des objets, c'est simplement d'avoir une mauvaise visibilité et un risque de projection des objets vers l'avant en cas de choc ou de freinage très fort. Vérifiez la présence du triangle de présignalisation. Donc il se trouve ici. Il est là dans le...
Hop là, le triangle se trouve dedans. Bon, j'ai un peu de mal à l'ouvrir, mais il se trouve dedans. Utilise-t-on le triangle de présignalisation sur autoroute? La réponse est non. Alors, on va s'occuper maintenant de l'éclairage à l'avant du véhicule. Donc, par temps clair, à quelle distance les feux de position doivent-ils être visibles? Ils doivent être visibles à 150 mètres. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de croisement. Donc là, je vais activer les feux de croisement. Donc, les feux de croisement, il y en a deux. Donc, ils sont en bon état, ils fonctionnent et ils sont propres. Quelles sont les conséquences d'un mauvais réglage de ces feux? Donc, il y a deux conséquences. Une mauvaise visibilité et on risque d'éblouir les autres usagers. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de route. Pareil, les feux de route, il y en a deux. Et là, ils se trouvent juste ici. Donc, il y en a deux. Et donc, les feux de route fonctionnent, ils sont propres et ils ne sont pas cassés. Citez un cas d'utilisation de l'appel lumineux. Donc, par exemple, on peut les utiliser en cas de danger ou bien une autre raison pour avertir de son approche. Vérifier l'état, la propreté et le fonctionnement des feux diurnes. Alors les feux diurnes, c'est ça. Ce sont les LED dans les véhicules. Donc ils se trouvent surtout dans les nouveaux véhicules. Hein. Donc ce sont les LED. Donc ils sont propres, ils fonctionnent et ils ne sont pas cassés. Quelle est leur utilité? Leur utilité, c'est de rendre le véhicule visible de jour. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement de tous les clignotants côté trottoir. Donc en général, ce sera du côté droit. Donc là, je vais les activer, puis on va les vérifier. Le côté droit. Donc, il y a trois clignotants. On vérifie d'abord, on regarde visuellement les trois d'abord. Le premier, il est là. Le deuxième se trouve ici. Et le troisième se trouve ici. Donc une fois qu'on a vérifié les trois, là on dit que les clignotants donc du côté du trottoir, donc en l'occurrence du côté droit, fonctionnent, ils sont propres et ils ne sont pas cassés. Quelle est la signification de l'augmentation de la fréquence de clignotement? Donc, tout simplement, si vous avez un clignotant qui clignote beaucoup plus vite que la normale, c'est qu'il y a une ampoule sur les trois qui ne fonctionne pas. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de détresse à l'avant et à l'arrière du véhicule. Donc là, on les active et on vérifie. Donc là, il est important de faire tout le tour de la voiture. Donc une fois que vous faites le tour de la voiture, là, vous dites tout simplement, donc vous vérifiez tous les clignotants qui sont allumés, vous dites les feux de détresse fonctionnent, ils sont propres et ils ne sont pas cassés. Dans quel cas doit-on les utiliser? Nous devons les utiliser en cas de panne, d'accident ou de fort ralentissement quand on est le dernier sur une file, donc dans les bouchons sur l'autoroute. Contrôler l'état de tous les balais d'essuie-glace du véhicule. Donc, ce qui est important quand vous vérifiez l'état, c'est de vérifier qu'il n'y a pas de déchirure sur le balai d'essuie-glace. Et vous faites la même chose pour ceux de devant, ainsi que ceux de derrière. Donc, vous devez dire qu'il n'y a pas de déchirure et qu'il est en bon état visuellement et vous le touchez avec le doigt. Quel est le risque de circuler avec des balais d'essuie-glace défectueux?
ben, le risque c'est d'avoir de l'eau qui reste, donc une mauvaise visibilité en cas de pluie, en cas d'intempérie. Montrez où se situent les gicleurs de lave-glace avant. Là, les gicleurs se trouvent ici. C'est les gicleurs, c'est ce qui envoie l'eau sur le pare-brise. Les deux se trouvent là. Quelle est la principale conséquence d'un dispositif de lave-glace défaillant? Bah pareil, une mauvaise visibilité due au fait qu'on ne pourra pas envoyer d'eau sur le pare-brise. Et voilà, donc toutes les questions, donc là nous venons de finir toutes les vérifications extérieures du véhicule Citroën C3. J'espère avoir été clair avec vous. Si vous avez la moindre question, de toute façon en commentaire je vous laisserai toutes mes coordonnées, donc mes réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, ainsi que Snapchat. Je pense avoir été le plus clair possible. Si vous révisez bien cette vidéo là, vous n'aurez aucun souci à répondre aux questions, en tout cas concernant les vérifications extérieures du véhicule. Donc là je vais vous montrer, n'hésitez pas, donc si vous avez la moindre question, à me rajouter sur les réseaux sociaux. Je reste disponible à toute heure pour pouvoir vous répondre. Sur ce, je vous souhaite bon courage et on croise les doigts pour vous pour votre examen. Au revoir.